Et bienvenue dans le grand dossier. C'est le temps fort de l'actualité internationale, le spectaculaire rétropédalage, vous le disiez, de Donald Trump. Il a menacé de frappes massives contre l'Iran. Le président américain suspend finalement ses projets sous la pression des pays du Golfe et de Téhéran. L'Iran a-t-il d'ailleurs fait plier les États-Unis? Le régime des Mollahs tient-il vraiment bon après 5 mois de guerre? En Israël, qui gardait son doigt sur la gâchette, qu'en est-il ce soir? Nous irons dans cette émission à Doha. Nous analyserons également les messages de l'armée iranienne, la situation interne du régime et la posture israélienne. Un grand dossier pour bien comprendre si l'on assiste à un vrai tournant diplomatique ou seulement à une pause avant une nouvelle escalade. Bienvenue dans le grand dossier sur LCI. Well, they always want to talk, but they break their word so often. Steve is talking, Jared, we have very good people. JD's involved, very strongly involved. We have great people talking. Marco's involved. They're all involved. All they do is make me angry. You know, they just make me angry. That you can reach a deal with Iran, given that you talked about how disloyal they are? I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Well, Donc voilà, les anglophones auront compris. Avec moi pour bien décrypter ce qui se dessine, plusieurs regards complémentaires, 5 regards complémentaires. Hélène Bonnet, bonjour, vous êtes journaliste, bonjour à TF1 LCI, spécialiste des questions internationales, qui suit au jour le jour évidemment les évolutions diplomatiques et militaires, notamment au Moyen-Orient. Bonjour Marc Semo, merci d'être avec nous, journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde, à Challenge, auteur de 100 questions sur la géopolitique aux éditions Talendier. Votre expertise évidemment va nous permettre de restituer cet épisode de la grande histoire des rapports de force. De retour avec Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour. Bonjour, Elisabeth, je vous représente aussi. Maîtresse de conférence, directrice du programme politique de relations internationales à l'université de Tours, spécialiste de la défense et de la sécurité. Vous allez nous éclairer évidemment sur les calculs stratégiques américains et israéliens. Bienvenue à Miko Blonjon-Méred, chercheur, bonjour à vous, senior en géopolitique de la transition énergétique à l'université du Québec, à Trois-Rivières, c'est bien ça. Vous êtes également enseignant à l'école de guerre et à HEC Paris. Votre regard nous sera précieux pour mesurer les enjeux pétroliers, le détroit d'Ormuz et les conséquences économiques de cette crise. Et puis évidemment avec nous DJ Ijaidi, que je ne présente plus parce que tout simplement je n'ai pas votre fiche, mais les spectateurs vous connaissent très très bien. Vous êtes évidemment réfugié et politique iranien. Voilà. En tout cas, on vous connaît très bien sur LCI. Alors, Donald Trump a en effet une nouvelle fois reculé. Il avait brandi cette menace de frappe massive. Il suspend donc son projet à condition qu'un accord soit trouvé très rapidement. Donald Trump a donc suspendu ces frappes massives qu'il avait pourtant annoncées et il affirme avoir agi à la demande de l'Iran et des pays du Golfe tout en maintenant la pression. On va prendre la direction justement du Qatar où nous attend Margot Perry. Margot, vous êtes à Doha. Comment les pays du Golfe et particulièrement le Qatar analysent ce rétropédalage de Donald Trump? Ont-ils réellement fait pression? Eh bien, globalement, ils appellent tous à une désescalade des tensions. Vous le savez, ces derniers jours, ils ont tous continué d'essuyer des frappes, que ce soit Bahreïn, le Qatar ou encore même la Jordanie. Et pourtant, c'est bien l'Arabie Saoudite qui pourrait avoir joué un rôle très clé, puisqu'on a appris il y a quelques heures que le prince héritier s'était entretenu avec Donald Trump, qui l'aurait convaincu de ne pas frapper ces dernières heures. La raison, eh bien, tout simplement, l'Arabie Saoudite craint de subir des représailles de la part de l'Iran, puisqu'il y a quelques jours, elle s'était engagée et associée avec les États-Unis pour frapper sur des milices pro-iraniennes en Irak, après avoir reçu des menaces sur ses moyens d'exportation ou même de production directement sur le territoire. On se demande donc si c'est ça qui a joué dans les négociations et forcément dans l'appel de Donald Trump à finalement ne pas frapper auprès de ses troupes. Il assure également avoir reçu un message de la part de l'Iran qui lui demandait de ne pas frapper, une information depuis démentie par plusieurs médias iraniens. Mais Donald Trump pose toujours ses conditions sur la table en vue d'un accord et notamment la réouverture totale et immédiate du détroit d'Ormuz. Merci beaucoup Margot Perry en direct de Doha au Qatar grâce à Mathis Biller-Goeffer. Marc Semo, historiquement les grands rétropédalages américains au Moyen-Orient,
Est-ce qu'ils ont souvent ouvert la voie à des accords durables? Alors, on n'est pas là nécessairement sur un grand rétropédalage. Ça fait quand même... On est à peu près arrivé à une quarantaine de fois où Donald Trump menace l'élargissement total de l'Iran pour ensuite faire marche arrière. En revanche, ce qui est à peu près, ce qui se dessine à peu près clairement, c'est que s'il devait y avoir des frappes massives qui étaient annoncées, il avait mis sur son réseau trousse sociale les avions prêts à partir, etc., etc. Les ambassades américaines disaient tout le monde doit partir. Donc, s'il devait y avoir des frappes, il est évident qu'elles n'auraient pas été des frappes d'une même ampleur que les jours précédents, ou même que ce qui avait été la première phase de Fury Epic, les 40 premiers jours où il y avait eu 30 000 cibles visées, etc. Il fallait faire plus, parce que si on faisait la même chose, on arrivait au même résultat. Donc l'idée, c'était le plan qu'avait proposé, que propose toujours Brad Cooper, l'amiral Brad Cooper, donc en charge opérationnelle au CENTCOM dans le Moyen-Orient, c'est de faire des frappes beaucoup plus dures sur toutes les infrastructures, duales, y compris civiles et militaires, et aussi même sur les structures énergétiques. Le problème, alors effectivement, ça aurait pu faire plier un régime peut-être. Ensuite, ça n'aurait pas été immédiat, mais les conséquences auraient été évidemment très dures, même s'il y aurait eu des frappes militaires initiales extrêmement fortes pour essayer de neutraliser la plupart des lanceurs iraniens et tout, il y aurait eu des rétorsions iraniennes, évidemment sur les monarchies du Golfe, sur là aussi les usines de dessalination, sur les champs de gaz et de pétrole et tout. Donc on rentrait quand même dans un processus d'escalade incontrôlée, d'où le fait que Donald Trump a mis la pression, une fois de plus, en espérant que c'est une manière de revenir à la table des discussions. Ensuite, le problème, on voit mal ce qui peut, et je terminerai là-dessus, ce qui peut changer dans ces discussions. On est toujours dans la même ligne. Il y a ce protocole d'accord qui a été signé le 17 juin, qui est largement favorable à l'Iran, sauf un point qui est le détroit d'Ormuz, où les Américains exigent la libre circulation, que les Iraniens ne veulent pas lâcher, parce que pour eux, c'est la seule chose très concrète de cet accord, et on en est toujours à ce point-là. Et Didier Djaïdi, comment vous lisez la communication de Donald Trump? C'est un recul tactique ou un aveu que les frappes étaient trop risquées? Écoutez, le président américain a changé d'avis. À mon avis, il a, dès le départ, annoncé son objectif qui était d'empêcher la République islamique d'aller vers la bombe atomique. Mais ensuite, il est perdu un petit peu sur le chemin, car aujourd'hui, on parle beaucoup du détroit d'Ormuz, et c'est la stratégie du régime iranien afin de pouvoir faire oublier la question nucléaire. Et aujourd'hui, ce qui a été annoncé par le président américain, à peine une heure après, eh bien, les sources iraniennes, c'est-à-dire 4 journaux iraniens, ont annoncé que ce qui est annoncé par le président américain n'a pas de sens, il n'y a aucun accord, il n'y a aucune discussion. Donc, on s'interroge. Le président américain, il parle avec qui? Quel négociateur? Visiblement, c'est quelques-uns comme Arorchi, éventuellement, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que éventuellement Ghalibaf. Mais les gardiens de la révolution et les gens qui rejettent la négociation, eh bien, ils disent, ben non, on est toujours sur la logique de la négociation, de pas la négociation, mais la vengeance. Et que la question donc du détroit d'Ormuz, on n'abandonne jamais. Et que par conséquent, pour le régime iranien, à mon avis, ça n'a pas changé, si vous voulez. Des zigzags comme ça met en évidence des tendances au sein du régime qui cherchent à ouvrir la boîte de la négociation, mais visiblement, ils ne sont pas en situation de force, si vous voulez, et que par conséquent, systématiquement, eh bien, tout ce qui est annoncé comme éventuel, disons, accord, effectivement, il tombe à l'eau. Et que par conséquent, je pense que cette fois-ci encore, le président américain, il a annoncé quelque chose et qui, dès le départ, effectivement, s'est rejeté par le régime iranien. Même si le régime iranien, c'est ma dernière phrase, accepte éventuellement, disons, la négociation, mais le régime iranien, il faut connaître la nature de ce régime islamiste. Il est toujours un régime sournois, il cherche à gagner du temps et à chaque fois quand il y a un cessez-le-feu, il reprend ses activités pour préparer davantage la continuité de la guerre. On l'entendra justement tout à l'heure. Elisabeth, d'un point de vue militaire, les forces américaines étaient-elles réellement prêtes à frapper massivement ou était-ce encore une fois et surtout de la dissuasion?
Alors, il y a on va dire un plan. C'est le plan dont Marc Semo parlait de Brad Cooper, donc l'amiral Cooper du CENTCOM. On a vu du renforcement depuis la fin de la cessez-le-feu en termes notamment de ravitailleurs, notamment à Ben Gurion en Israël. Alors, il n'y a pas eu de rajout de moyens en réalité. Mais est-ce qu'ils étaient prêts militairement? Oui. Est-ce qu'ils étaient prêts politiquement? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de bruit pour rien. Moi, ces annonces aux citoyens américains du ministère des Affaires étrangères, j'en ai l'habitude. Souvent, c'est suivi par rien, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, mais là, on a quand même l'impression d'être dans un cycle de je dis ça, mais je le fais pas. Ce qu'on sait, par contre, et ce qui est passé un peu inaperçu aux États-Unis, parce qu'il y avait Netanyahou et Zelensky à Washington, c'est qu'il y avait aussi le ministère de la Défense, l'Arabie Saoudite. Ah oui. Et mardi, donc dans le sillage de l'enterrement de Lindsey Graham, il était aussi là à parler avec Pete Hegseth. Donc on voit beaucoup cette pression de l'Arabie Saoudite. Donc est-ce qu'ils avaient les moyens militaires? Oui, mais il y a eu beaucoup de pression, je pense, de ne pas y aller. Et je pense que Trump lui-même n'a pas envie. Donc, tous les moyens du monde, s'il n'y en a pas envie d'y aller, on n'y va pas. Miko Blujon-Mered, les pays du Golfe, selon vous, est-ce qu'ils ont agi surtout par peur d'une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz et d'un choc pétrolier? Écoutez, ça fait déjà plus de 5 mois maintenant qu'on est dans une situation où le détroit d'Ormuz ne fonctionne plus optimalement. Donc, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. De la même manière, ça fait déjà plus d'une 50aine de fois que Donald Trump menace de frapper durement l'Iran et recule. De la même manière, on a vu également que les frappes iraniennes sur les différentes bases militaires américaines ont fait qu'il y a eu un repositionnement en profondeur vers l'arrière d'un certain nombre d'actifs militaires, notamment positionnés au Koweït et à Bahreïn, vers la Jordanie, vers Israël, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans une situation où l'Iran, mois après mois, a réussi à installer une situation de blocage. Et cette situation de blocage, aujourd'hui, il faut le dire très simplement, elle ne peut se débloquer que de 2 manières. Manière numéro 1, les États-Unis quittent la région, acceptent de perdre cette guerre. Est-ce que Donald Trump peut faire ça? Je ne le pense pas. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout sa philosophie. Deuxième solution, frapper extrêmement fort et à ce moment-là, tomber dans le piège de l'escalade. Et ce piège de l'escalade, est-ce que Donald Trump, effectivement, les États-Unis aujourd'hui peuvent remporter un conflit décisif avec une frappe décisive dans ce piège de l'escalade? Je ne le pense pas non plus. Donc, comme vous le voyez ici, on se retrouve dans une situation où le fameux protocole d'entente signé le 17 juin et qui arrive à son terme dans quelques jours, le 17 août prochain, eh bien, il nécessite d'une part que à la fois la négociation et à la fois les menaces de frappe se conduisent en même temps. Et peu importe, au fond, l'impact sur les marchés pétroliers, parce que l'impact, il est déjà profond avec des redistributions de flux pétroliers, gaziers et de toutes les matières premières qui y sont associées du Moyen-Orient depuis déjà 3, 4, 5 mois. Marc Semo, vous vouliez réagir? Oui, par rapport à cette alternative, il y en a quand même une troisième, qui est le facteur temps. C'est-à-dire, il n'est pas évident, loin de là, que le facteur temps joue pour l'Iran. Pourtant, on dit tout le temps que les Iraniens disent qu'ils ont le temps. Oui, mais les Iraniens le disent, mais c'est pas pour autant que c'est vrai. C'est-à-dire, si vous regardez les choses très froidement, il y avait un certain nombre de rendez-vous pour Donald Trump de la Coupe du Monde, etc. Il y a toujours celui des mi-termes, mais bon, voilà. Mais en dehors de ça, pour le moment, alors ça coûte, on en est à 37 milliards de dollars d'opérations, enfin, au terme de bilan humain, c'est pas non plus monstrueux, ils ont perdu 18 hommes, et surtout, la stratégie que pourraient décider de suivre les États-Unis est celle de prolonger ce blocus naval qui étouffe l'économie iranienne en un moment où le régime est quand même assis sur une bombe sociale. C'est-à-dire, il y a quelques jours, il y a eu des pendaisons, il y en a tous les jours en Iran, des pendaisons d'opposants. Il y a eu une pendaison de 2 opposants, c'est la semaine dernière. Il y a eu des manifestations, alors petites, mais c'est incroyable qu'il y ait, là je parle sous votre contrôle, des manifestations en Iran contre le régime actuellement. Ils sont sous les bombes américaines, menacés par les gardiens de la révolution, et ils manifestent. Donc, cette situation économique absolument catastrophique de l'Iran, qui fait que d'ailleurs l'Iran a besoin de ce dégel, y compris déjà des 6 milliards de dollars qui sont dans les coffres à Dubaï, fait que pour l'Iran, voilà. Et une des explications du fait que ces derniers temps, c'est à chaque fois l'Iran qui a pris l'initiative de la reprise des combats, ceux qui ont commencé à tirer sur les bateaux, c'est ceux qui après l'accalmie ont retiré des missiles sur la Jordanie, etc., c'est que l'Iran
d'une certaine façon, cherchent l'affrontement en pensant que Trump va se dérober, parce qu'eux savent que le compte à rebours est extrêmement dangereux pour eux. Didier. Alors, peut-être c'est la continuité de ce qui a été avancé par Marc, ou quatrième solution, quatrième hypothèse également là. Ouais. C'est que c'est vrai que j'approuve absolument ce qui a été dit par mon collègue. N'oublions pas, si les Américains envisagent uniquement une solution militaire, eh bien, il n'arrive pas. Parce que le régime iranien, c'est un régime djihadiste. Même si vous allez encore bombarder beaucoup d'endroits, ce régime-là, avec des mitraillettes, il va continuer effectivement à tuer sa population, mais également lancer des bombes et le terrorisme à droite à gauche. Donc il faut que ça soit une démarche multiple, à la fois militaire, cibler effectivement les centres militaires du régime, cibler également les dirigeants donc du régime, ce qui a été fait, mais encore il en reste en beaucoup, n'est-ce pas? Troisième élément, c'est étouffer véritablement, comme ça a été dit, économiquement, c'est-à-dire maintenir le blocus américain, car avec le blocus américain, malgré le contrôle du régime iranien sur le détroit d'Ormuz, eh bien les navires américains n'arrivent pas à y aller, les navires du régime iranien n'arrivent pas à vendre leur pétrole, et donc c'est un mécanisme d'étouffement. Et enfin, il y a même le blocus terrestre. Absolument. Et enfin, le quatrième point, c'est aider la population iranienne, car effectivement, tous les jours, il y a des pendaisons, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans les prisons iraniennes, là, et que par conséquent, il y a une tendance nouvelle qu'on entend par-ci, par-là, car je suis régulièrement en contact avec les réseaux iraniens, où les Iraniens désirent également, quelques-uns que j'ai eu comme message, être armés également, là. Donc, eh bien, où on parlait éventuellement des défections au sein de l'armée, non pas des gardiens de la Révolution, mais également dans la population iranienne. Et donc, il faut envisager tous les moyens pour justement étouffer et donc renverser ce régime-là, car de toute façon, tant que ce régime existe, eh bien, vous aurez toujours des problèmes au niveau du Moyen-Orient et dans le Golfe Persique, et vous n'aurez jamais de la tranquillité avec ce régime. Mais je voudrais d'abord un commentaire. Regardez bien ce qu'a dit Donald Trump quand même, parce que c'est important d'analyser aussi ce verbatim. Regardez, expressis verbis, j'ai accepté dans l'intérêt futur, regardez, du monde, c'est encore du Trump, hein, évidemment, par la même occasion de la survie d'un Iran prospère et florissant, d'annuler l'attaque à condition de parvenir rapidement à conclure un accord. Qu'est-ce que ça vous inspire, Miko? Et ça m'inspire qu'il reste 15 jours, effectivement, pour parvenir à un accord définitif dans le cadre du protocole d'entente qui avait été conclu. Et aujourd'hui, personne ne sait, personne ne peut imaginer ce qui peut se passer le 18 août si effectivement il n'y a pas d'accord définitif. Ça, c'est le premier élément, c'est le cadre global. Maintenant, aujourd'hui, vous faites un peu comme si, effectivement, il n'y a que l'Iran qui aurait un coût économique vraiment insupportable par rapport à ces logiques de blocus. Les États-Unis subissent, et l'administration Trump en particulier, et les élus, ou ceux qui veulent être élus sous la bannière Trump au midterm au mois de novembre, subissent dans leur territoire des conséquences économiques indirectes majeures de ce conflit-là. Là aussi, la situation n'a pas changé par rapport au mois de juin ou par rapport au mois d'avril. C'est-à-dire qu'on voit les réserves stratégiques américaines d'hydrocarbures baisser toujours et encore, à un tel point qu'on commence à se rapprocher dangereusement, début septembre, peut-être mi-septembre, du seuil minimal de fonctionnement de l'économie pétrolière américaine. On a aujourd'hui des chiffres magiques qui sont importants. 4% d'inflation, alors que Donald Trump avait promis qu'il réduirait l'inflation à 2%. Il s'est fait quand même élire sur l'idée que Biden était vraiment le raté de l'inflation, qu'il avait laissé ça galoper. Ça, les agriculteurs le voient. Ça, les logisticiens, les transporteurs le voient. Dans la haute technologie, on le voit aussi, etc., etc. Et dernier point, le deuxième chiffre magique, toujours 4, c'est $4 le gallon. Donc, c'est-à-dire, un gallon, c'est 3 litres 78 de pétrole à la pompe, pardon. Et dans ce contexte-là, $4 le gallon, c'est un seuil psychologique et Donald Trump n'arrive pas aujourd'hui à faire redescendre
en dessous de $4, et plus la situation se prolonge au Moyen-Orient, et moins ce psychologique est susceptible d'être à nouveau atteint. Tout ça, ça a un impact politique majeur. Elisabeth. Alors, plusieurs choses, je rajoute à ce que disait Mika, les agriculteurs aussi, les engrais, qui passent aussi par le détroit d'Ormuz, et qui sont assez en colère. On approche de cette élection, mais ce que vous avez aussi, dont on ne parle pas beaucoup, mais dont les journaux militaires parlent, c'est le nombre. Alors oui, il n'y a pas eu beaucoup de décès, il y a eu des centaines de blessés, notamment par des bouts de drones qui sont tombés, avec des inquiétudes. Moi, je lisais dans Stars and Stripes, qui est le journal de l'armée américaine, qui est indépendant pour le coup, qui parlait des inquiétudes justement sur les soldats. On n'a pas besoin d'avoir des morts pour avoir un scandale autour de la santé des soldats, et ça commence à se faire entendre. On le voit dans les sondages aux États-Unis. Il y a beaucoup d'experts américains qui pensent que on va arriver à cette date fatidique de 17 août, et que comme les élections vont arriver assez rapidement, les frappes vont pas arriver d'aussi rapidement. D'aussi tôt, merci. Très clairement, écraser l'économie iranienne, si ça impactait pas l'économie américaine en plein milieu d'une élection, oui, mais moi je suis pas convaincue qu'ils ont autant de temps que ça. D'abord parce que vous parlez des éliminations, c'est les Israéliens qui font ce genre de choses, c'est pas les Américains. Donc la seule condition pour avoir ce genre d'autres options, c'est que les Israéliens rentrent dans la danse. Les Américains ne le veulent pas, notamment pour faire coalition, comme on a vu avec l'Arabie Saoudite la semaine dernière. Donc il y a beaucoup de choses qui font moi je pense qu'il est plus pressé que ça d'arriver à bout sans qu'il ait une solution en réalité. Il y en a qui doivent un tout petit peu avoir une forme de crispation, de frustration. C'est certainement les Israéliens. On va retrouver justement Betzabeh Salem en direct de Tel Aviv. Qu'est-ce qu'on en pense, Betzabeh, du côté d'Israël ? Eh bien ici, on a l'impression que c'est une décision qui a été prise sous la contrainte, surtout de notamment l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe. L'Arabie Saoudite qui a officiellement admis qu'il y avait eu un coup de fil entre Ben Salman et Trump. Les pays du Golfe qui, souligne-t-on ici, non seulement craignent bien sûr des représailles de la part de l'Iran, mais aussi n'ont pas du tout envie, en cas d'escalade régionale, de se retrouver à combattre l'Iran aux côtés de l'armée israélienne. Alors, est-ce que Israël est déçu ce matin ? Il y a beaucoup ici d'experts qui soulignent que plus que des frappes, est-ce qu'il y aura vraiment un effet sur le régime iranien ? C'est la pression économique. Un expert du monde arabe soulignait ce matin, sous la 12e chaîne israélienne, que Téhéran perdait chaque jour des centaines de millions de dollars à cause de la situation dans le détroit d'Ormuz. Le problème, souligne-t-on ici, c'est que cet étranglement économique, c'est une stratégie qui demande beaucoup de patience, qui prendra plusieurs mois à être efficace, et que d'ici là, en tout cas en Israël, on n'a pas du tout l'impression que Téhéran est prêt à faire des concessions dans ses négociations avec Washington. Hélène Bonnet, est-ce que les pays du Golfe, ils ont un vrai pouvoir de persuasion sur Washington ? Oui, parce qu'en fait, ils sont en première ligne de tout ce qui se passe. Donc, ils sont frappés, ils sont touchés. Donald Trump a conclu des contrats aussi avant toute cette séquence avec ces pays. Ce sont des alliés économiques. La mauvaise santé économique de ces alliés a un impact sur l'économie globale. Donc oui, ce sont des acteurs qu'il ne peut pas balayer d'un revers de main. Donc d'un côté, il a l'allié israélien qui sans doute aimerait aller beaucoup plus loin, mais il a ses alliés de la région qui sont très échaudés par ce qui s'est passé, qui ne souhaitent pas d'escalade, même si on a vu ces frappes commune entre les Saoudiens et les Américains un peu plus tôt en début de semaine, mais ça reste très calibré. On n'est pas sur des alliés qui veulent déclencher une guerre totale avec les Iraniens, parce qu'ils savent que ça aura des conséquences dramatiques derrière. Donc oui, leur voix pèse, et puis sans doute aussi que les rapports sont pas toujours évidents, parce que Donald Trump a tellement menacé, reculé, changé de position, et puis aussi les Américains ont des failles dans la protection qu'ils avaient promis. Protection américaine, ce bouclier américain, il ne fonctionne pas systématiquement. Donc il y a eu des dégâts suite à des frappes iraniennes dans tous ces pays. Donc oui, leur voix compte, et on l'a vu, on en parlait en début d'émission, ce coup de téléphone qui a été confirmé aussi côté saoudien de Mohammed Ben Salman à Donald Trump hier, pour lui dire attention, ne pas déclencher une escalade. Elisabeth, est-ce que Trump y joue ici une partition purement transactionnelle, ou bien est-ce qu'il a une vision stratégique derrière, vraiment ?
Vous allez me dire, vous n'êtes pas dans sa tête. Alors, je suis clairement pas dans sa tête, et heureusement. Je pense que depuis le début de cette guerre, alors, il est toujours dans du diplomatie transactionnelle. L'argent, c'est ce qui l'anime, je pense, le plus. Et les intérêts, surtout les siens, mais bon, éventuellement les intérêts américains. Je pense pas qu'il est dans la stratégie. S'il était dans la stratégie, je pense qu'on serait pas là. Moi, j'ai l'impression d'entendre la chanson de Daft Punk, One More Time, à chaque fois qu'il fait ça. Et donc, je pense que justement le problème, c'est qu'on manque de stratégie. On a des plans militaires, c'est pas la question, mais le plan politique, la stratégie politique manque depuis le début. Nico. Et moi, j'ai l'impression de voir DJ Khaled qui arrive et qui dit another one, parce que c'est effectivement ce qui se passe, comme je vous le disais, plus de 40 fois déjà, ce mécanisme est arrivé. Et là, ce qui a changé aussi, c'est ce qui s'est passé vis-à-vis de la mer Rouge et cette crise qu'il y a eu bien sûr sur Bab el-Mandeb et potentiellement qui peut contaminer l'ensemble de la mer Rouge jusqu'au canal de Suez qu'on a vu durant le mois de juillet. À quoi je fais référence ici? La capacité que ont le Ansar Allah, donc les alliés iraniens au Yémen, qui contrôlent une partie de la capacité de nuisance sur les infrastructures pétrolières et d'exportation saoudienne sur la mer Rouge, qui aujourd'hui est leur seule alternative au détroit d'Ormuz. Ça a été démontré. Ils ont frappé Jazan, ils ont frappé Yanbu, qui de fait est la seule capacité à Yanbu d'alternative qu'ont les Saoudiens par rapport au détroit d'Ormuz à ce stade. Donc aujourd'hui, il y a aussi cette épée de Damoclès-là. On en a parlé de manière assez théorique au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Là, depuis le mois de juillet, on sait que c'est concret, on sait que c'est possible, on sait que ça a un impact avec des raffineries et des installations portuaires touchées. Et ça, les Saoudiens ne peuvent pas se le permettre, parce que le canal de Suez peut être une alternative mer Rouge vers le nord. Mais ce que Ansar Allah a montré, c'est qu'ils n'allaient pas frapper les bateaux seulement en mer, ils vont frapper les infrastructures de terminaux d'export pétrolier notamment. Marc Sémon. Oui, et l'Arabie Saoudite est l'autre pilier de la stratégie américaine dans la région. Incontournable. Incontournable. C'est-à-dire, derrière les volte-face de Trump, il y a malgré tout un fil. Et qui est cette idée, alors qui étaient les accords d'Abraham. Et les accords d'Abraham, le point central aurait été la reconnaissance par l'Arabie Saoudite de ces accords, et donc la reconnaissance d'Israël, ce qui a été rendu impossible après le 7 octobre dans l'État. Mais malgré tout, l'administration Trump continue dans cette ligne d'avoir ces deux piliers. Et de ce point de vue-là, l'architecture de sécurité que veulent construire les États-Unis pour l'après, elle a une logique. D'un côté, c'est Israël, parce qu'ils vont garder ce lien avec Israël, même s'il sera peut-être un peu plus distancié, et de l'autre, c'est l'Arabie Saoudite. Rappelez-vous, la première tournée diplomatique au Moyen-Orient de Donald Trump dans son second mandat, ça a été les pays du Golfe, ça a été l'Arabie Saoudite, où il a fait un long discours pour expliquer que c'est fini l'époque des changements de régime, fini l'époque des aventures militaires, on voit ce qu'il en est, mais qu'on va tous faire du business ensemble, et il y a cette importance accordée à l'Arabie Saoudite. Et un signe de ça, qui est très important, ça a été l'annonce sur le fait que les États-Unis vont aider l'Arabie Saoudite à se doter d'un programme nucléaire civil sans les inspecteurs de l'AIEA, ce qui est quand même ce qui laisse assez songeur, et ce qui laisse entendre que ce programme pourrait avoir rapidement une dimension militaire, et le signe donc est lancé vis-à-vis de Riyad. Vous avez des préoccupations par rapport à la protection américaine. Effectivement, elle ne s'est pas montrée très efficace tout au long de cette crise, mais regardez, on est là, on va faire un programme nucléaire civil chez vous, avec de l'enrichissement sur votre sol. C'est un engagement très sérieux et très profond des États-Unis. Donc on voit se dessiner cette architecture face à l'Iran. Didier. N'oublions pas une question centrale. C'est vrai, il y a la question de la sécurité d'Israël. C'est vrai, il faut tenir compte également des attentes des Saoudiens ou d'autres pays qui sont des alliés, donc, et des Américains. Mais pourquoi la guerre a été démarrée ? Pour une question centrale, le nucléaire iranien. La volonté du régime iranien pour aller vers la fabrication de la bombe. Mais également, il n'a pas rendu les 450 kg de l'uranium enrichi, et la question de missiles reste donc entière, ainsi que donc tous les proxys terroristes au Moyen-Orient également sont toujours là. Et que par conséquent, les Américains, ils sont dans une situation bien évidemment très difficile. Mais malgré cela, est-ce que tenir compte effectivement de la sécurité des pays arabes, cela implique l'abandon de l'objectif initial qui est effectivement d'empêcher la République islamique vers la bombe. Eh bien, c'est à la fois des Israéliens qui le souhaitent,
bien évidemment, que cela soit empêché, mais également, en dernière analyse, et aussi les pays arabes, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait effectivement un Iran atomique islamique, non plus là. Et d'ailleurs, c'est le dernier point, n'oublions pas, le peuple iranien n'a jamais été sollicité sur la question d'armement nucléaire, et il est en désaccord. La grosse, partie de la population iranienne, selon les sondages, sont en désaccord avec effectivement l'objectif nucléaire du régime islamiste en Iran. N'oublions pas, selon un sondage qui vient d'être publié, qui était un sondage donc secret par le gouvernement iranien, eh bien 91% de la population iranienne sont contre la République islamique, seulement 9% qui sont effectivement la base de la République islamique. Et contrairement à ce qui a été dit sur un plateau ce matin, en disant qu'effectivement, quand il y avait des manifestations au mois de janvier, eh bien, c'était des peuples, enfin, le peuple iranien qui est descendu dans la rue, c'est parce qu'ils vont rejeter, bien évidemment. Et il n'y avait pas une question, donc, de tentative de coup d'État. Non, c'est faux, ce n'est pas vrai. Au moment où ils ont commencé à massacrer, tout simplement, il y avait des manifestations, c'est-à-dire les 91% de la population qui rejette la République islamique. Miko Blanchard-Muret. Oui, pour compléter ce que disait Marc à l'instant, il y a aussi la question par rapport à la transactionnalité que vous posiez, Kadi, la question des investissements que Donald Trump espérait attirer des pays du Golfe aux États-Unis même, sur le territoire américain. Là, on se parle d'une enveloppe au total de quasiment 2000 milliards de dollars. Et fondamentalement, là, c'était absolument important côté Trump, pas juste pour les commissions, etc., que les uns et les autres espèrent dans l'entourage de Trump toucher. J'en parle même pas de ça. C'était essentiellement pour financer l'industrie de la transition énergétique d'abord, et de la transition digitale. Ensuite, avec évidemment tous les logiques autour des data centers, d'intelligence artificielle, etc. Les États-Unis ont besoin de cet apport d'argent frais et Donald Trump et son administration comptent toujours sur les pays du Golfe pour fournir cet argent frais. Parce que pour les États-Unis, c'est un besoin évidemment industriel, ça va sans dire, mais c'est aussi un besoin en termes d'infrastructure qui est fondamental. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans une situation où le réseau électrique des États-Unis ne permet pas de soutenir le développement de l'intelligence artificielle et du numérique comme ils l'espèrent. Donc, s'il n'y a pas de l'argent frais, des investisseurs qui arrivent pour investir dans les panneaux solaires, dans l'hydrogène, dans l'éolien, tout ce que vous voulez, le stockage et aussi le nucléaire, eh bien, de fait, ça ne peut pas arriver. Donc, cette transactionnalité-là, aux États-Unis, Donald Trump, évidemment, c'est bien très très fort dans son radar. Alors justement, tiens, selon le New York Times, l'Iran a profité de la trêve pour préparer justement de nouvelles ripostes. Il ne reste pas les bras croisés. Un haut responsable d'ailleurs de l'armée iranienne revendique ouvertement, vous allez l'entendre, avoir réarmé, réparé et testé de nouveaux drones pendant le cessez-le-feu. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Didier, écoutez. Nous n'avons jamais fait confiance aux Américains, car nous savions, compte tenu de leurs antécédents de mauvaise foi, que ce protocole d'accord pourrait être violé et qu'une autre guerre pourrait éclater. C'est pourquoi nous avons tiré le meilleur parti de chaque instant du cessez-le-feu et de l'accalmie sur le champ de bataille. Qu'il s'agisse de fournir du matériel et d'intégrer de nouveaux équipements dans l'organisation de combat de l'armée de la République islamique d'Iran, ce qui a été fait, ou de réparer et de remettre en état des systèmes endommagés, ou encore de produire de nouveaux systèmes. Tout cela a également été accompli. Nous avons d'ailleurs récemment utilisé un nouveau type de drone, dont nous annoncerons, si Dieu le veut, les spécificités et les détails dans les jours à venir. Hélène Bonnet, est-ce que l'Iran peut sérieusement revendiquer avoir fait plier Trump ou c'est encore une campagne de propagande ça ? Alors, avoir fait totalement plier Trump, ça fait partie de la propagande, mais c'est vrai que le détroit d'Ormuz est vraiment le levier qui permet de mettre la pression. On n'en sortira pas. Et on voit que ça marche parce que la conversation est toujours déplacée, les négociations, les discussions sont toujours ramenées autour du détroit, alors que Donald Trump avait envie, ou en tout cas au départ, de s'occuper d'autres problèmes,
même le changement de régime, le nucléaire, etc. Donc eux, les Iraniens se vantent de ça. Évidemment que dans une période d'accalmie, ils ont essayé de remettre à flot un certain nombre d'équipements, de matériel, etc. Ça paraît assez logique en réalité qu'ils fassent ou non confiance à Donald Trump, d'essayer de se remettre en état face à une reprise possible. Ce qu'on apprend aussi par le New York Times, c'est que il y a cette volonté aussi de maintenir ce lien avec les différents proxys qui agissent de façon plus ou moins coordonnée, certes indépendante, avec chacun son objectif, mais qui servent aussi de bouclier à l'Iran, et une manière de mener la guerre de façon indirecte et peut-être de se protéger des représailles. Donc tout ça, l'Iran continue d'essayer de le maintenir. Après, ce qui est difficile, c'est que on n'est pas sur place en Iran. Donc pour voir si tout ce schéma a été correctement réactivé, si les moyens militaires sont remis à flot, sachant qu'il y a eu énormément de frappes et beaucoup de dégâts, ça c'est difficile à évaluer. Justement, Elisabeth, c'est la question que j'allais vous poser d'un point de vue militaire. Est-ce que l'Iran peut réellement reconstituer comme ça des capacités significatives en si peu de temps? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'une certaine partie, en tout cas, de ce qui a été frappé, sont dans des endroits où ils ont pu prendre des pelleteuses, en somme, et ressortir le matériel. Donc ça, c'est une première chose. Mais et c'est là aussi où Donald Trump, sa réaction était très étrange. Mais on parle beaucoup aussi de la Chine qui aurait aidé, bien évidemment, à se réarmer, y compris avec des lance-roquettes qui arrivent à 300 ou 400, dont parlait Reuters dans une enquête, qui pourraient arriver dans les semaines à venir. Donc il y a effectivement de l'aide extérieure qui les permettent certainement à travers des pièces détachées ou autres de se reconstituer, mais il y a aussi la planification. Ils s'y attendaient. Enfin, je pense qu'ils planifient ça depuis au moins une quarantaine d'années. Donc il y a du matériel, on l'a vu, on l'a vu aussi, Hélène parlait des proxys, qui a eu en tout cas des conseillers qui ont pu accéder à leurs proxys, peut-être aussi du matériel, que ça soit les Houthis ou le Hezbollah. Donc effectivement, ils semblent non seulement se reconstituer chez eux, mais aussi essayer de renforcer un peu ces proxys qui sont les premières, on va dire, pour cibler notamment l'Arabie Saoudite, comme on a vu, notamment sur les structures pétrolières et ailleurs. Donc effectivement, même si peut-être c'est pas des grands missiles qu'ils reconstruisent, mais ils en ont encore. Peut-être qu'ils sortent de montagne, mais les drones, peut-être les lance-roquettes, ils semblent quand même se réarmer, même si c'est pas de la même façon, enfin, même si c'est pas peut-être aussi massif que ça. Ouais, mais alors justement, Miko Blumjomerhed, cet aveu là qui a été fait par ce haut responsable, est-ce que ça ne pourrait pas justement justifier aux yeux des Américains d'aller frapper avant qu'ils reconstituent un stock? Non mais sérieusement. Mais en fait, on a vu depuis le 17 juin dernier que tout le monde a reconstitué. C'est-à-dire, par contre, il faut faire une distinction entre deux choses. D'un côté, on a l'Iran qui reconstitue un stock de capacité de frappe pour s'autodéfendre. Et de l'autre côté, on a les États-Unis qui signent, dans le cadre du protocole d'entente, un article qui dit on n'augmente pas notre capacité, voire même on commence à envisager une forme de retrait et un recul de nos capacités de frappe dans la région. Qu'est-ce qui s'est passé ? Par exemple, si je prends juste le volet naval, on est passé de 11 bâtiments navals présents dans la région au 16 juin à maintenant plus de 20 bâtiments navals américains uniquement dans la région. Donc cette reconstitution pendant le temps de ce protocole d'entente a été relativement documentée et évidente. C'est ce qui permet à Donald Trump aujourd'hui de réinstaurer une forme de blocus naval. Donc si vous voulez, on est dans un cadre où non seulement les deux belligérants ont reconstitué des forces, mais dans un cas où l'un peut le faire légitimement parce qu'il s'agit de son territoire dans le cadre de l'article 51 légitime défense de la Charte des Nations Unies, et de l'autre côté, c'est contraire, effectivement, au protocole d'entente qu'il a lui-même signé. Marc Simon. Donc, juste un point sur le blocus naval américain. Effectivement, il y avait un manque de bâtiments. Et notamment, c'était quoi faire des bateaux qu'on interceptait. Parce qu'au début, ils ont fait quelques attaques de prise de contrôle des bateaux, mais bon, c'était quand même dangereux, vous ne pouvez pas le faire à l'infini. Ensuite, ils ont commencé à tirer dans les selles des machines et les gouvernails, ce qui est assez facile. Mais ensuite, le bateau est immobilisé. Donc là, il faut en faire quelque chose, trouver un port qui puisse l'héberger, etc. Et donc, paradoxalement, les Américains avaient besoin, et c'est ce qu'ils ont en partie comblé, de temps pour pouvoir justement instaurer de plus en plus ce blocus naval. Et juste un point sur la capacité de reconstruction de son matériel de l'Iran, je reste malgré tout un peu perplexe, parce que les 40 jours de furie épique, ça a été quand même 30 000 frappes, ce qui est énorme.
et notamment visant des infrastructures militaires et industrielles, qui est, alors, une partie probablement a échappé, mais quand on voit avant-guerre l'ampleur du renseignement israélien par rapport à ce qui se passait en Iran, on a du mal à penser qu'ils aient pu totalement ne pas connaître toute une partie des choses qu'aujourd'hui les Iraniens ressortiraient pour une nouvelle guerre. Donc il est quand même probable, alors on n'a personne sur place, mais que malgré tout les destructions subies ont été assez amples et que les capacités de rétablir ça restent quand même assez limitées. Didier Djadi. Moi, je vais aller dans le même sens, effectivement, car une des caractéristiques du régime, c'est de la propagande. Vous savez, ici en Occident, nous avons la démocratie, il y a des organismes qui font des enquêtes, de la recherche, il y a des tendances dans les pouvoirs, disons, des politiques, qui critiquent les uns et les autres, on parle du stock des Américains, donc il y a forcément une certaine transparence, hein, même si ce n'est pas, disons, au complet. Mais dans le modèle iranien, vous n'avez rien. C'est-à-dire, aucune information est valable et diffusée. Tout est transformé en propagande, si vous voulez, et que par conséquent, nous sommes en fait avec des choses qu'on ne connaît pas concernant la faiblesse ou les faiblesses du régime. Et que par conséquent, le régime, il ment à la fois concernant ses capacités. C'est vrai que dès le départ, le régime iranien, il a annoncé qu'il a 104 villes souterraines de missiles. Peut-être c'est une exagération en partie, mais pour une autre raison, effectivement, il a été dissimulé et on n'a pas eu toutes les informations concernant cela. N'oublions pas également le site, disons, nucléaire, Mont Koling. Eh bien là, on n'a aucune information sur ce site-là. Et que, par conséquent, on ne sait pas, on dit, selon certaines informations, ce sont des sites beaucoup plus géants, beaucoup plus modernes, etc., etc. Donc, effectivement, nous n'avons pas toutes les informations concernant les capacités, mais je suis absolument d'accord que tous les coups que le régime a subis, cela a entraîné une diminution de sa capacité militaire en Iran, à ne pas oublier, mais qu'ils sont en train donc de réparer, y compris non seulement sur le plan militaire, par exemple certains, disons, ponts qui ont été cassés, rapidement ils commencent effectivement à réparer. Pourquoi ? Pour ne pas donner cette idée à la population comme quoi, eh bien, le régime, il est dans une mauvaise situation, etc. Immédiatement, le côté propagande qui fonctionne. Et que par conséquent, à ne pas sous-estimer quand même la capacité du régime, mais néanmoins, il y a beaucoup de propagande concernant sa capacité militaire. Ça a été diminué largement. Vous me tendez la perche. Écoutez justement ce témoignage à la télévision iranienne de cette jeune femme qui explique que, eh bien, l'Iran tient bon face à ces menaces des États-Unis. Écoutez. Les montagnes américaines ont une fois de plus accouché d'une souris et ont annoncé qu'elles annulaient leurs activités. Bien entendu, les mouvements militaires, la structure et la composition du groupe terroriste CENTCOM n'ont pas beaucoup changé ces derniers jours. Et il était clair que le battement de tambour américain était vide et que leurs menaces n'étaient pas crédibles. Ça vous inspire quoi ? C'est le discours de toutes les propagandes. Voilà, de la même manière qu'ils annoncent aussi des armes nouvelles. C'est classique de tous les régimes dictatoriaux, de toutes les propagandes en guerre. Et on verra ce qu'il en est dans quelques semaines. Miko ? Oui, mais même chose là-dessus. Je pense qu'on peut pas du tout se focaliser uniquement sur ce qui est dit là, compte tenu de qui dit ça, de quel canal évidemment est utilisé pour le diffuser. Donc il y a pas de souci. On est sur de la propagande. Cependant, il y a quand même une petite part de vérité. C'est-à-dire que, effectivement, même si l'Iran a perdu en capacité, bien sûr, la dynamique de reconstitution durant ce MOU, elle, par contre, a été véritablement... elle est sûre et elle est documentée, dans le sens où c'est tellement facile, en réalité, de reconstituer une flotte de petits drones, de petites capacités kamikazes qui coûtent moins de 3 000, 4 000 $ à produire, que, de fait, là, pour le coup, on sait qu'au moins sur ce volet-là, il y a eu une reconstitution significative. Et juste un exemple là-dessus. Rappelez-vous, quand il y a eu l'attaque à Bandar Abbas, quand même le grand port sur le détroit d'Ormuz. Donc en première ligne absolue, quand les Américains, avec des drones navals, ont détruit un sous-marin,
Ce qui est impressionnant, c'est pas qu'ils détruisent ce sous-marin qui par ailleurs était un petit sous-marin, mais c'est que ces drones navals aient pu rentrer dans la rade de Bandar Abbas sans avoir été vus ni interceptés par personne. Donc ça montre malgré tout que ce pays, soi-disant sur le pied de guerre, qui serait prêt à l'épreuve de force définitive avec les États-Unis à écraser le grand Satan, si on arrive à un tel trou de sécurité dans ce qui est une première ligne et un endroit absolument crucial dans la bataille d'Ormuz, c'est relativement étonnant. En attendant, le régime iranien tient bon. On en est à 5 mois de guerre, un peu plus d'ailleurs, entre 5 mois et demi. Le régime iranien qui répond frontalement à Donald Trump, qui se dit prêt à frapper. D'ailleurs, selon les Iraniens, il n'y a pas d'accord, Siavash Ghazi. Une source proche de l'équipe de négociateurs iraniens a déclaré et a démenti les informations américaines selon lesquelles il y a eu un accord entre l'Iran et les États-Unis sur le libre passage du détroit d'Ormuz. Cette information est totalement fausse, a déclaré cette source. En fait, l'Iran veut contrôler le détroit d'Ormuz et donc a démenti l'information qui a été donnée par Donald Trump pour expliquer qu'il avait donc renoncé à lancer des frappes contre l'Iran. Depuis hier, les avertissements se sont multipliés, notamment le ministre iranien des Affaires étrangères qui a appelé son homologue saoudien, mais aussi d'autres pays de la région, en affirmant que l'Iran ripostera de manière très dure contre toute attaque américaine. On ramènera toute la région à l'âge de pierre si jamais les États-Unis lancent des attaques contre l'Iran, a même déclaré un député iranien. Donc des avertissements très durs contre à la fois les États-Unis, mais aussi les pays de la région. Les responsables iraniens ont même affirmé que l'Iran attaquera Israël si jamais les États-Unis attaquaient et mettaient à exécution leur menace de frapper les sources énergétiques de l'Iran, comme cela avait été annoncé par certaines sources américaines proches du gouvernement de Donald Trump. Justement, Hélène Bonnet, est-ce que le régime donne réellement des signes de solidité ou est-ce que c'est un affichage de façade ? Écoutez, déjà il y a l'affichage effectivement de façade. On parlait à l'instant de la propagande, évidemment. Après, ce qui est compliqué, encore une fois, c'est que on ne peut pas aller mesurer, ça sur place. Donc, on sait que l'économie iranienne était extrêmement affaiblie déjà avant la guerre, qu'elle l'a été d'autant plus avec ce conflit. Il y a des dissensions au sein du régime, ça on l'a bien compris aussi. Donc, et c'est vrai que la question du temps, elle est importante, c'est-à-dire que il faut voir aussi du côté américain combien de temps Donald Trump est prêt à mettre cette pression à la fois économique et aussi militaire quand c'est nécessaire, s'il est prêt à durer, parce que c'est ça qui va se jouer au final. Les Iraniens ont aussi la question du temps qui se pose pour eux. Ils ont été affaiblis, donc ça va être une question de volonté qui s'affronte entre les deux camps pour voir qui est prêt à aller jusqu'au bout. Didier, historiquement, les régimes comme ça idéologiques, ils tiennent souvent mieux qu'on le croit sous les bombes quand même. Vous savez, le régime iranien, 47 ans, il est au pouvoir, d'accord ? C'est un régime totalitaire, islamiste et idéologique. Il y avait 2 piliers pour ce régime-là. Un, la propagande religieuse pour chercher toujours l'adhésion donc de la population, car la religion existante également c'était donc l'islam. Et deuxième pilier, c'était la répression. Sur le premier point, aujourd'hui, largement, les Iraniens ont quitté l'islam. Selon les sondages, nous avons aujourd'hui 32% des Iraniens qui adhèrent au chiisme. 32%. 20% de la population, ce sont des gens athées, comme moi. Et également d'autres, à la fois des doctrines, etc. Donc le régime a perdu son soutien. Forcément, ces 32% ne sont pas dans la défense du régime, absolument pas. Beaucoup de ces gens-là, qui sont des gens chiites, sont victimes également de ce régime-là. Et donc aujourd'hui, ce régime-là, qu'est-ce qu'il a ? Il a effectivement le mensonge et la propagande, ça fait partie des caractéristiques effectivement de ce qu'on appelle le totalitarisme. Hannah Arendt nous apprend beaucoup de choses à ce niveau-là. Et que par conséquent, ce régime-là, il est toujours au pouvoir. Vous savez, son comportement, c'est un comportement, par exemple, dans le Golfe Persique, c'est comme un régime voyou, qui est effectivement sur une place publique, il a une mitraillette à la main et il cherche à tuer les gens.
Donc effectivement, il a perdu beaucoup de ses capacités, à la fois économiques. N'oublions pas, aujourd'hui, selon les statistiques publiées par le régime, l'inflation générale, c'est 88%. 88%. Et pour certains produits tels que certains médicaments, mais également donc du pain et du poulet, etc., ça atteint parfois à 150 voire 200%. La 2/3 de la population iranienne se trouve en situation de pauvreté et pauvreté extrême également. Ça vient d'où? Ça vient d'un mécanisme effectivement rentier de corruption qui est ce régime-là, et que par conséquent ce régime qui se présente effectivement comme le protecteur effectivement des gens pauvres et tout ça, cela n'est qu'un mensonge. Les Iraniens, ils ont bien compris, l'islam politique en Iran, c'est terminé, là. En Iran, c'est terminé. Dans quel sens? Dans le sens où, effectivement, on dit, les gens, ils vont nous présenter, tiens, on a un modèle islamique à nouveau, et soyez dans l'adhésion, vous allez connaître le paradis. Non, c'est terminé pour les Iraniens. Je parle de l'Iran, du cas iranien, c'est terminé. Et que, par conséquent, ce régime-là, il est véritablement en situation de fissure au sein, donc, du pouvoir. Il y a beaucoup de problèmes, et effectivement, quand vous voyez le président Pezeshkian, qui est censuré dans la télé iranienne, mais également Arorchi, le ministre des Affaires étrangères, qui est censuré dans la télé iranienne également. Cela veut dire quoi? Beaucoup de bagarres entre eux. C'est pour cela, effectivement, ils cherchent à se maintenir au pouvoir, mais ils n'ont pas une vision d'ensemble. Donc c'est pour cela, effectivement, moi je pense que sincèrement, ce régime-là, plus que jamais, il est véritablement affaibli, et il faut continuer à affaiblir ce régime-là, qui est un mal absolu pour tout le monde. Elisabeth, est-ce que la succession de Khamenei, ça reste le talon d'Achille de ce régime? Je pense toujours que introuvable, hein, toujours introuvable. Il y a, alors que ça soit les Américains, les Israéliens, personne parle du fait qu'il pourrait être mort. On parle du fait qu'il pourrait être très blessé, qu'il pourrait même plus se retrouver donc en Iran. Je pense que si les Américains, notamment, savaient qu'il était mort, et il fera toute une communication comme à l'américaine. Non, mais Donald Trump, quand son père a été éliminé, on se souvient quand même de ses postes. C'est pas gêné. Oui, voilà. Donc je pense qu'on le saurait. Je pense que aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est les divisions dont parlait Didier. Je pense que ce qui est intéressant dans la question de où il est le fils Khamenei, c'est surtout qui décide véritablement. Oui. Et je pense que c'est ça que les Occidentaux essaient de savoir. Est-ce qu'il est dans un coma? Alors, si c'est le cas, toutes les décisions sont pas lui. Et c'est ça peut-être, et ce que pense beaucoup de monde, mais c'est ça qui compte le plus pour les Occidentaux, et je pense le plus pour le régime, parce qu'on sait aujourd'hui qu'en gros, c'est les gardiens de la révolution qui gèrent, qui décident, mais qui a beaucoup, bien évidemment, de divisions internes. Donc la succession, bon, c'est une question, c'est surtout cette question de qui décide aujourd'hui et quelles sont les divisions qui priment. Marc. Juste un point là-dessus. La vraie question, c'est pas seulement qui décide, mais c'est surtout qui tranche. Parce que le rôle du guide dans la doctrine de la République islamique, tel que l'avait théorisé Khomeini en 1979, c'était le primat du religieux sur le politique, et le rôle du guide est celui qui, en ultime instance, décide, tranche entre les diverses options. Or là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, avec cette nouvelle génération qui est au pouvoir, ces képis qui ont remplacé les turbans, des mollahs, qui sont les gardiens de la révolution, dont d'ailleurs Mujtaba Khamenei était très proche. Donc ils sont là, mais eux-mêmes ne sont pas homogènes, où il y a effectivement toutes les tendances. On le voit, Khalibaf, qui est le chef du Parlement, qui est lui-même un ancien gardien de la révolution, qui a même été un général de prestige, etc., pendant la guerre Iran-Irak, est sur une ligne beaucoup plus pragmatique. D'autres sont sur une ligne beaucoup plus dure de la vengeance. Et effectivement, le problème, c'est qui tranche à la fin, et le doute qu'on a sur l'état mental, physique du guide est là, parce que qui a la légitimité? C'est-à-dire, on arrive à des situations où Arabchi laisse entendre qu'il n'a pas vraiment rencontré le guide, et qui ne sait pas qui est le ministre des Affaires étrangères, qui ne sait pas s'il est vraiment vivant. En revanche, Pezeshkian a dit, moi je l'ai vu, voilà, mais il est resté évasif sur le reste. Donc on est dans cette situation, et en plus, dernier point, le guide lui-même tel qu'il est, c'est le fils d'eux,
Il a été nommé dans l'urgence comme fils d'eux. Son père était contre qu'il lui succède, parce qu'on c'est une république, c'est pas une royauté héréditaire. Et en plus, il a, au niveau théologique, un niveau très bas. Donc il n'a pas la légitimité, il n'a pas l'aura qu'avait malgré tout son père et qu'avait surtout Khomeini, qui était le fondateur de la République. Alors, pendant que Donald Trump suspend les frappes, Israël n'a pas baissé la garde. Selon CBS, d'ailleurs, Israël et les États-Unis s'étaient bien préparés à frapper ensemble, à faire des frappes massives contre l'Iran. Les évacuations de personnel américain du Golfe rappellent d'ailleurs le niveau de tension qui a été atteint. On va retrouver Betsabé Salem à Tel Aviv. Betsabé. L'armée reste en alerte. Pour l'instant, la possibilité d'un conflit n'a pas été écartée. Selon de hauts responsables sécuritaires, l'escalade pourrait arriver très bientôt. La situation pourrait dégénérer à tout moment. Et ça, d'autant plus que, vous savez, il ne semble pas que Washington ait prévenu le gouvernement israélien ces dernières heures d'une possible attaque d'envergure. Or, ces derniers mois, avant une attaque américaine, Israël était prévenu au moins plusieurs heures avant. Donc finalement, la situation en termes de tension est toujours la même qu'il y a 24 heures, ni plus ni moins. Et cela sans compter le déploiement des forces américaines qui se poursuit avec, selon les médias ici, une dizaine de ravitailleurs américains qui continueraient à faire leur route vers Israël, à rajouter déjà à la centaine de ravitailleurs qui se trouvent sur place en Israël et aux avions de chasse, bien sûr, qui se trouvent aussi sur le territoire israélien. Hélène Bonnet, Israël, est-ce qu'ils se sentent trahis ou contraints par ce rétropédalage américain, ce énième rétropédalage américain ? Trahi et contraint, je ne sais pas. Ils sont déjà blasés. Non, mais je pense qu'il n'y a pas. Enfin, c'est pas non plus une grande surprise. C'est-à-dire que Donald Trump l'a fait plein de fois. C'est-à-dire annoncer qu'il va tout rayer de la carte et puis finalement. Oui, mais là, il avait associé quand même un peu plus que d'habitude Israël. Il parlait de frappe commune sur tel site, etc. Bon, il n'y a que moi que ça a surpris. Non, mais effectivement, ce sont deux alliés. Ils ont opéré ensemble dernièrement, mais il y avait quand même aussi des dissensions sur les objectifs. On a senti aussi que toute cette dimension où les Israéliens étaient un peu pointés du doigt en disant ce sont eux qui ont poussé Donald Trump à intervenir en Iran, ça a créé aussi de la friture sur la ligne entre les deux. Donc je suis pas sûre qu'ils se sentent trahis ou quoi que ce soit. Je pense simplement que y a une réalité, c'est ce que va décider Donald Trump à un moment donné, c'est d'y aller ou de ne pas y aller, et qu'à partir de là, les Israéliens sont quand même assez liés par ces décisions et ne veulent pas non plus braquer Donald Trump en disant finalement non, il fallait y aller, ou publiquement en prenant position. Il y a quand même la volonté, je trouve dernièrement, de rester un peu en sourdine et de jouer plus discrètement. Elisabeth. Pour rejoindre ce que disait Hélène, Netanyahou a vu Trump lundi ou mardi. C'est mardi, je crois. Mardi, en marge encore une fois de l'enterrement de Lindsey Graham, où, en tout cas dans les médias israéliens, ils en parlent. Les options sur la table ont été présentées à la fois à Trump et Netanyahou aurait dit c'est votre décision. Monsieur le Président. Effectivement, je pense que ça rejoint cette volonté de laisser Trump prendre la décision pour pas être accusé d'être à l'origine de ce qui se passe. La deuxième chose, on parle souvent de donc les frappes dont vous évoquez, qu'a dit éventuellement conjointes. Oui. CBS est le seul à avoir en parlé en réalité. Et dans l'article, ils en parlent avec des autorités israéliennes qui a dit nous on n'était pas consultés, donc je suis pas convaincu de ça. Ce qui rejoint un peu ce qui se passait sur place en Israël. Effectivement, comme disait Betsabé, il y a beaucoup de moyens sur place. Même on parle de problèmes pour toutes ceux qui sont en vacances de recevoir les bagages parce qu'il y a tellement de ravitailleurs sur le tarmac à Ben Gurion. Mais il n'y avait pas vraiment, on va dire, une alerte qui faisait que tout le monde était inquiet pour l'ouverture, par exemple, des bunkers et autres en cas de frappe massive, ce qui aurait été le cas, je pense, si Israël avait commencé à frapper. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'intox autour de ce qui allait se passer, ce qui est probablement la volonté, en réalité, de la Maison-Blanche. Alors juste, cette information qui vient de nous parvenir, c'est un député iranien, porte-parole de la Commission de sécurité nationale, qui nous dit « Je peux vous annoncer que des efforts sont en cours pour relancer la
l'accord en 14 points d'Islamabad, l'accord donc de mi-juin par Washington et Téhéran, et qui dit que voilà, relancer l'accord, notamment de la part des médiateurs. C'est Hassan Ghazghavadi qui nous dit dans une interview télévisée au Qatar et au Pakistan, ils savent, dit-il, que la question principale est celle du détroit d'Ormuz, clé du dossier à l'heure actuelle, et il y a un échange en vue. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Pas grand-chose. Véritablement, il est dans son rôle. Le régime islamique, effectivement, est-ce que lui, il voulait absolument respecter l'accord avec les Américains, les 14 points ? Oui. Pourquoi le régime a commencé à attaquer les navires ? Pourquoi ? Et en même temps, pourquoi il a cherché effectivement à empêcher la discussion sur la question nucléaire là ? Mais malgré tout cela, aujourd'hui ils disent qu'il faut retourner effectivement à la table de négociation. Qui parle de cela ? Qui ? Il faut toujours vérifier effectivement est-ce que ça correspond à une autorité réelle qui prend la décision, comme disait Marc, qui tranche, ou bien tout simplement, effectivement, ils sont en train de faire de la communication pour tromper l'univers, enfin le monde entier, mais également une certaine, disons, population locale qui est sa base sociale. Et en même temps, si vous voulez, n'oublions pas, vous savez, on vient de parler du Premier ministre israélien là. C'est vrai que le Premier ministre israélien a des difficultés, a des problèmes en Israël même. Mais je vais vous étonner en même temps. En Iran, quel est aujourd'hui l'homme politique local ou international qui est le plus populaire en Iran ? C'est Netanyahou. Ouais. C'est pas dans les sondages. Il faut peut-être se rappeler quand même que quand on parle de difficultés de Netanyahou, on est dans une année électorale. Oui, même les élections arrivent le 27 octobre. Il n'est pas aussi populaire en Israël que peut-être en Iran. Justement, tout simplement, je vous donne la parole juste après. Bien évidemment, n'est pas validé par des élections et tout ça, quoi. Mais dans les messages différents, parce qu'il voit une certaine proximité entre la politique israélienne et puis ce qui est souhaité par la population iranienne, c'est-à-dire en finir avec la République islamique. On évoquait tout à l'heure justement, c'est vous Elisabeth qui me parliez de CBS News, qui expliquait justement ces frappes prévues par Donald Trump contre l'Iran. On apprenait ça via ce média, que Washington et Israël envisageaient donc une campagne de frappe particulièrement lourde, c'est ce qui a été dit, contre les infrastructures énergétiques iraniennes, Amal. Oui, selon CBS, plutôt que de viser uniquement les installations militaires ou nucléaires, il s'agit de frapper ce qui permet à l'État iranien de fonctionner au quotidien, centrales électriques, réseaux d'alimentation, infrastructures pétrolières ou gazières. L'objectif serait de réduire la capacité de l'Iran à alimenter son économie, mais aussi potentiellement ses forces militaires. Des responsables américains évoquaient même la possibilité de couper l'électricité à Téhéran. Oui, donc ça veut dire que ce serait plus seulement une guerre contre le programme nucléaire iranien. L'eau et l'électricité pourraient également devenir des cibles. Oui, alors cibler les installations qui fournissent l'eau et l'électricité pourrait aussi indirectement contribuer à détruire les installations nucléaires. Pourquoi ? Parce qu'un réacteur nucléaire a besoin d'eau et d'électricité pour fonctionner, même lorsqu'il est à l'arrêt. Il faut en permanence refroidir le cœur du réacteur. Pour le site nucléaire de Boucher, par exemple, le seul actuellement en exploitation, cibler ces installations serait le plus grand risque. Si l'on coupe l'alimentation en eau et en électricité, eh bien le cœur du réacteur monte progressivement en température. Le combustible de sa structure métallique finit par fondre. C'est ce qui s'est produit lors des plus grands accidents nucléaires. Sauf que frapper les installations qui fournissent l'eau et l'électricité, c'est aussi toucher directement la population. Merci beaucoup, Amal. L'énergie reste le principal levier de pression d'Israël et des États-Unis sur Téhéran, Elisabeth ? Alors, effectivement, c'est une des principaux cibles que... Il faut le dire, Trump a menacé combien de fois ? C'est pas la première fois. Ce qui a changé, on va dire, il y a deux choses dont il parle beaucoup aux États-Unis. Alors tout ce qui est civil, effectivement, comme il a été très bien décrit, ça peut servir aussi pour le nucléaire et autres. Mais toutes les questions du droit international, quand même, doivent être évoquées. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est infrastructure pétrolière aussi, que ils avaient pas complètement, ou en tout cas pas massivement frappé, pour aussi frapper à la fois le nucléaire et l'économie. Maintenant, encore une fois, il n'a pas frappé, mais c'est la menace constante, encore une fois, qu'il a proférée ces dernières semaines. Marc, oui, juste pour le dire, c'est une menace qui est réelle et qui est crédible. Ensuite, la vraie question, on parlait au début, c'est quelle sera la réaction de l'Iran à ça, avec y compris les derniers missiles dont il pourrait disposer. Il est évident que face à ça, il tirerait
tout ce qu'il peut, y compris pour détruire les infrastructures énergétiques, les champs pétroliers, les usines de dessalination du Golfe, avec un effet absolument dévastateur sur ces pays, d'où le fait qu'eux font pression pour éviter cette escalade. Mais en même temps, en faisant ça, c'est aussi une hubris suicidaire de la part de la République islamique. Parce que, définitivement, ces monarchies du Golfe qui hésitaient, qui essayaient de ménager un peu l'Iran, de trouver, alors ça dépend lesquels, chacun avait un peu sa propre politique des accommodements, après ça serait quasiment impossible. Donc on rentre dans cette logique qui est celle qui ne déplairait pas aux Américains, qui est celle de, face à un Iran qui n'aurait pas changé de régime, une architecture de sécurité des pays du Golfe, d'Israël, y compris la Turquie, face à l'Iran. Miko Plumchow-Muren, Hormuz sera vraiment la clé, là, comme c'est écrit en bas de notre écran, là, dans notre bloc? Alors, deux choses. Je vais commencer par répondre à cette question-là. Est-ce que Hormuz est la clé? La réponse est oui. Parce qu'effectivement, Hormuz est le pain point, le point difficile que Donald Trump a lui-même créé par rapport à cette guerre et qui n'est une surprise pour personne. Ni pour les Iraniens, ni pour le côté occidental. Le sujet, c'est que Donald Trump ne peut pas que parler d'Hormuz parce que le public américain est peu réceptif à la question d'Hormuz. C'est-à-dire que fondamentalement, Hormuz, c'est une chose fondamentalement importante ici, mais dans le même temps, ce que le public américain attend, en tout cas ceux qui soutiennent Donald Trump, c'est des frappes sur le nucléaire, c'est d'empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire alors qu'il y a une puissance du seuil. Ça, c'est le premier élément. Et donc, juste avant ça, par contre, sur la question du nucléaire ou sur la question de l'eau, là, ce qu'on est en train de dire encore une fois, et au risque de repasser encore pour un bisounours sur un plateau de télévision, je rappelle que ce sont des crimes de guerre. Et là, en l'occurrence, ici, il faut bien faire la distinction entre frapper une centrale nucléaire d'un côté ou même frapper les capacités d'évacuation d'électricité ou d'approvisionnement d'électricité de cette centrale nucléaire du reste. Si je frappe une centrale nucléaire, par exemple, thermique, c'est-à-dire qui fonctionne au gaz ou au charbon, et que je peux prouver que cette centrale alimente une usine, par exemple, de fabrication d'armement, là, ce n'est pas un crime de guerre. Par contre, si je frappe une centrale nucléaire ou ce qui vient approvisionner quoi que ce soit cette centrale nucléaire, là, je rentre dans le régime du crime de guerre et effectivement, ça ne pourra pas passer impuni, pas juste au niveau de l'Iran, mais de la communauté internationale. Alors, je rappellerai juste à cet égard la militarisation de l'économie iranienne depuis longtemps, notamment sous la pression des gardiens de la Révolution qui contrôlent 60% de l'économie et que donc il y a une imbrication entre le civil et le militaire qui est quand même extrêmement poussée, ce qui explique aussi, d'ailleurs, en ça ils sont symétriques de ce qui se passe en Russie, et ce qui explique aussi l'excellente collaboration entre Moscou et Téhéran en matière notamment de drones, avec les shades rénovés que la Russie envoie à l'Iran réciproquement. Oui mais non, c'est-à-dire que si vous frappez une centrale électrique classique, encore une fois j'insiste, ou même une centrale d'énergie renouvelable, et que en fait vous ne pouvez pas prouver qu'effectivement dans la région du réseau électrique, c'est véritablement cette infrastructure électrique qui est déterminante pour l'usine de fabrication d'armement, pour le coup si vous n'arrivez pas à prouver ça, vous n'êtes pas dans un régime de frappe légitime sur une cible militaire. Mais plus important encore, cette question du régime est-ce que la centrale nucléaire fait partie des cibles qu'on peut toucher au motif que tout serait imbriqué en Iran, etc. Eh bien, une centrale nucléaire, non, elle bénéficie d'un régime à part entière, que ce soit à Zaporijjia, que ce soit à Boucher, ou que ce soit, par exemple, sur une centrale nucléaire française, alors que des centrales nucléaires françaises, bien sûr, compte tenu de notre mix énergétique, alimentent des usines d'armement françaises. C'est un régime à part entière, et on ne peut pas toucher une centrale nucléaire en direct, ou même les réseaux électriques, ou les réseaux d'eau qui viennent alimenter, ou qui viennent évacuer l'électricité produite par la centrale ou dont la centrale a besoin. Alors il y a tous ces dossiers dont on a parlé, mais il y a aussi Cuba qu'on a tendance à oublier. Trump a Cuba dans le viseur, ça il a pas changé d'idée. La crise iranienne reste le sujet brûlant, mais le président américain il élargit le spectre. Cuba est bien dans son viseur et les Cubains le savent très bien. Écoutez ce qu'en disait le président cubain. La révolution est menacée militairement par le régime fasciste américain qui, comme nous l'avons signalé et continuons de l'affirmer, n'entraînerait que des conséquences terribles et imprévisibles pour la paix, ainsi qu'une perte inutile de vie humaine, tant cubaine qu'américaine. Ce que nous ne souhaitons en aucun cas. Rien, absolument rien, ne justifie ni l'agression ni les menaces. Les plans contre Cuba reposent sur des prémices erronées et sont alimentés par les mensonges et les manipulations les plus grossiers. Face à ce scénario possible, nous ne resterons pas les bras croisés. Nous ne voulons pas d'une guerre avec les États-Unis. Nous sommes un peuple pacifique.
Le gouvernement américain est pleinement conscient de la volonté de Cuba de résoudre les différends bilatéraux par le dialogue et de parvenir à une solution. Hélène Bonnet, pourquoi est-ce que Trump il élargit comme ça le spectre, le front médiatique vers Cuba alors qu'on est en pleine crise iranienne ? Parce que justement, ça lui permet de rebooster, de faire diversion et puis de regalvaniser un petit peu l'opinion publique. Cuba, c'est toujours un sujet qui parle peut-être même un peu plus aux Américains que l'Iran, le détroit d'Ormuz, des sujets qui sont quand même finalement très lointains. Cuba, c'est facile, c'est facilement identifiable sur une carte pour un Américain et ça lui permet de faire rêver à nouveau à un scénario à la vénézuélienne qui avait quand même été présenté comme un succès et c'était un succès en tout cas opérationnel. Donc pour Donald Trump, voilà, ça permet quand il est en difficulté quelque part, de réorienter un petit peu le regard et de dire regardez, on va bientôt s'occuper de Cuba. Il le fait très régulièrement. De temps en temps, il envoie aussi des cartes postales au Groenland. Donc voilà, c'est sa manière à lui de décaler un petit peu le regard, notamment, enfin surtout de son opinion publique, parce qu'en réalité, quand il prend la parole sur Cuba, c'est surtout à ses électeurs qu'il s'adresse. C'est quand même une ligne de pression, Elisabeth. Alors il y a deux choses avec Cuba. Effectivement, les Américains, c'est quelque chose de plus ancien. C'est ancré. On a quand même Marco Rubio qu'on n'a pas vu trop sur le dossier, qui est enfant d'immigrés cubains, qui a cet régime depuis très longtemps dans le viseur. On a eu un discours dernièrement sur le communisme du président. Donc quand on parle communisme aux États-Unis, tout de suite, le plus proche, c'est le Cuba, avec les sanctions, avec toute la pression américaine qui continue sur le Cuba. Donc, on oublie souvent que ça fait un moment qu'ils veulent faire quelque chose, qu'ils veulent les faire plier, mais effectivement, ça peut faire des diversions par rapport à l'Iran. On est aussi, comme on a déjà dit, dans une année électorale, il y a une grande partie de la diaspora cubaine qui vote aussi très à droite. Donc, vous l'avez demandé, Elisabeth. Écoutez, justement, la régie est merveilleuse ici. On écoute justement Marco Rubio, regarde. L'Américain moyen voit Cuba comme un petit pays situé à 145 km de nos côtes avec une population de 9,5 millions d'habitants. Ce que les gens oublient, c'est qu'en matière d'espionnage et d'opérations d'influence, ce pays est en réalité une superpuissance dans ces domaines. Si l'on examine l'histoire de l'espionnage aux États-Unis, Cuba est le seul pays à avoir systématiquement infiltré et implanté des espions au sein de notre système. Et ben voilà. Nico. Ben oui, et puis je rejoins complètement ce que disait Hélène. Non seulement c'est pas que Cuba, mais c'est aussi le Groenland, mais c'est aussi le Canada, effectivement. C'est-à-dire que cette capacité que Donald Trump ou Marco Rubio ont justement, ou Pete Hegseth également. On va revenir sur le Groenland. Exactement. Et puis l'ensemble de l'administration, en réalité, ont cette faculté qu'ils ont de ramener le sujet sur le continent nord-américain et évidemment la Caraïbe dès qu'ils sont en difficulté par ailleurs. C'est une constante qu'on voit effectivement, pas juste depuis quelques mois, mais qu'on voit depuis des années en réalité, même depuis le premier mandat de Donald Trump. Même si le discours n'était pas aussi offensif, ni vers Cuba, ni vers le Groenland. Donc là, vous avez effectivement des cartes postales de Rubio, de Donald Trump par rapport à Cuba. Vous avez aussi la même type de carte postale par rapport au Groenland. Donald Trump qui a partagé ne serait-ce que 3 tweets ces derniers jours, ou qui a encore dit hier dans une interview, je vous invite à placer vos paris sur le fait que je mettrai une action militaire sur le Groenland. Bref, tout ce genre de choses. Regardez, on la voit, l'affiche du Groenland. Et ben voilà. Ça, c'est une image d'Épinal merveilleuse. Et qu'il republie exactement la même, le Hello Greenland avec exactement cette image et encore là. C'est un running gag. Au mois d'août, il le publie, c'est simple, au moins une fois par mois depuis le mois de mars. Avec quand même une grande différence. Oui. Sur Cuba, il y a cette situation d'embargo économique qui fait qu'aujourd'hui, l'histoire n'est pas la même. Voilà. Non, et puis il y a un historique qui est pas l'électricité aujourd'hui à Cuba, c'est quasiment 24 heures sur 24. Donc il y a un régime qui est économique. Surtout si l'histoire de l'Iran s'enlise et ne donne pas les résultats escomptés, les États-Unis peuvent y espérer, malgré tout, qu'un jour le régime cubain tombe quasiment comme un fruit mûr. Je suis d'accord avec les analyses proposées ici, mais n'oublions pas, il y a beaucoup de prisonniers politiques dans ce pays-là. Un pays qui a été piloté par une même famille, d'abord, car par conséquent, les droits de l'homme n'existent pas là-bas, n'est pas respecté. Et la pauvreté, bien sûr, il y avait toujours des sanctions, mais c'est également en relation avec la nature de ce régime, effectivement, dictatorial. Et que, par conséquent, on ne peut pas parler du Cuba et les tendances hégémoniques donc des Américains, mais surtout à ne pas oublier, car le régime cubain était l'ami toujours avec la République islamique. Il y a voilà. Mais c'est ça une vraie inquiétude, oui. Et surtout ici, alors pour faire le lien avec le dossier iranien, vous avez le même genre de technique, c'est-à-dire que de fait sur Cuba, l'embargo
embargo, à quoi il sert? Il sert à énergétique. Quand on voit effectivement la quantité et le nombre à quel point effectivement l'ensemble des biens de production et de consommation à Cuba a augmenté, donc l'inflation galopante à cause de cette question énergétique, de fait, vous voyez le même type de technique de mise en étau. Et cette question de l'énergie, on la retrouve aussi, histoire de faire un dernier lien avec le Groenland. C'est un peu différent. On a actuellement au Groenland un dossier absolument clé qui passe sous les radars, qui est le développement d'un champ pétrolier à l'est du Groenland par les amis donateurs de Donald Trump, de ressembler à un début d'incursion qui pourrait être une porte ouverte vers beaucoup plus, et notamment une présence militaire. Merci infiniment. Je rappelle, vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Merci beaucoup, Elisabeth Shepard-Selam, maîtresse de conférence, directrice du programme politique et relations internationales de l'Université de Tours. Merci beaucoup, Miko Birjon-Meret, chercheur senior en géopolitique Paris. Merci, Didier Djaidi. Cette fois-ci, je vous présente jusqu'au bout, sociologue universitaire, réfugié politique iranien. Et puis, Marc Semo-Menal. Je vous rappelle juste une dernière chose pour juste vous préciser les pays qui ont été récemment visés par les gardiens de le Qatar, comme ça a été dit par maladresse.